mais par contre, on va voir que au niveau de la biochimie, le gluten, c'est pas terrible non plus. Donc, on a généralisé le style alimentaire sans gluten, c'est notamment grâce à Joko, à Froome, ok. Et maintenant, on a de plus en plus. Dans les sports d'endurance, on a énormément de sportifs qui se mettent au sans gluten. Donc, ça pose des questions. Et on a aussi des augmentations, certains le ressentent dans leur performance. Le fait d'avoir changé de style alimentaire, on voit vraiment chez les sportifs de haut niveau. Le gluten, c'est une protéine que vous retrouvez dans le blé, dans l'avoine, dans le kamut, dans l'orge, l'épeautre ou le seigle. En fait, on le retrouve partout. Puisqu'à partir de ces céréales-là, on fait tous ces produits-là. Donc, dans tous les produits industriels, vous retrouvez quasiment tout le temps du gluten. Regardez bien les étiquettes, vous pourrez quasiment à coup sûr trouver du gluten. Le gluten, il permet de donner l'élasticité au pain, il permet aux industriels de donner un côté épaississant, stabilisant ou exhausteur de goût. Très intéressant pour les industriels, très mauvais par contre pour vos intestins. Bien sûr, il s'est généralisé à partir du néolithique, quand on a commencé à faire l'agriculture. À cette époque-là, c'était ce qu'on appelait l'engrais sauvage. Que 14 chromosomes, 3 fois moins de gluten que maintenant, pardon. Dans les années 60, révolution verte, tous les ingénieurs agronomes se sont mis à vouloir faire des techniques de rétrocroisement pour augmenter la productivité des blés. On a Monsanto qui progressivement s'est développé avec toutes ces machines pour vraiment nourrir la planète. Et nourrir la planète, c'est un des thèmes qu'on a en histoire géo. Eh ben, ça l'interroge. Ça pourrait interroger les professeurs d'histoire géo sur la révolution verte. Est-ce que c'était finalement si positif que ça pour l'homme? Puisque oui, on peut nourrir beaucoup de gens grâce au blé, ok. Par contre, derrière, au niveau corporel, c'est peut-être pas le top. Puisque ce blé-là, aujourd'hui, il a 42 chromosomes. Okay. Alors, quelle incidence ça a, le fait d'augmenter de 14 à 42? Eh ben, ça fait des nouvelles protéines que le corps ne reconnaît pas forcément. Le corps, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais eu avant. Au Paléolithique, je connaissais pas du tout. Et là, comment je réagis à ça? Julien Ménesson, vous le connaissez peut-être, il a écrit pas mal de bouquins dans le domaine de la nutrition. Il dit carrément que c'est un OGM expérimental. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pour l'instant, on a des données sur le gluten, mais peut-être que dans 50 ans, on va se dire, mais quelle catastrophe d'avoir fait des rétrocroisements dans les années 60. Aujourd'hui, quelques études qui nous montrent que le gluten, formation d'eczéma, de boulimie, crise d'épilepsie, maladie auto-immune, ça je vais y revenir, et fatigue chronique. Le gluten a un effet antigénique, c'est-à-dire qu'il est reconnu par notre corps comme une substance étrangère. D'accord ? Vous connaissez les anticorps, peut-être, rappel du programme de terminale en SVT, formation anticorps antigènes, ça fait les inflammations. D'accord ? Le deuxième problème du gluten, augmentation de la zonuline. La zonuline, c'est, on va dire, une hormone qui permet de réguler l'eau entre nos intestins et notre circulation sanguine. Sauf que quand on la dérègle, ça augmente la perméabilité au niveau de nos intestins, et en gros, nos intestins, ça devient une véritable passoire. Je vous ai fait un agrandissement de nos intestins. Ici, vous avez les entérocytes, les cellules donc, de vos intestins. Quand vous allez manger du gluten, augmentation de la zonuline, voici ce que va faire la zonuline. Alors, dans un cas où vous ne mangez pas de gluten, les petites cellules passent normalement. Par contre, les cellules toxiques qui sont dans vos intestins, celles-là, elles ne passent pas. Puisque, en gros, les jonctions serrées, elles sont là pour faire passer que les petites particules non toxiques. Quand vous mangez du gluten, voici ce qui se passe. On vient ouvrir les cellules et derrière, la cellule peut passer dans votre sang. Elle se retrouve dans votre sang et ici, elle vient se balader, elle va se retrouver sur des organes et on va avoir l'apparition de maladies auto-immunes. Maladie auto-immune, retenez simplement le fait que le corps s'attaque contre lui-même. C'est le cas du diabète, où le corps s'attaque contre lui-même. Dans les maladies auto-immunes, notamment développées par le gluten, on a la maladie cœliaque, la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde et la thyroïdite de Hashimoto. Alors, si je reviens à la maladie cœliaque, on en parle tout le temps quand on parle du gluten. En fait, la maladie cœliaque, avant, on l'appelait intolérance au gluten. C'est-à-dire que si un cœliaque mange du gluten, alors il n'est pas bien du tout. Il doit aller à l'hôpital parce qu'il est vraiment retourné. On lui retourne les intestins. Quand on regarde les intestins d'un cœliaque, donc ça, c'est peut-être vos intestins, les cœliaques, ils ont un intestin comme ça. Le gluten a complètement rongé les villosités au niveau intestinal. D'accord ? Les symptômes d'un cœliaque, indigestion, irritabilité, fatigue chronique, diarrhée, douleur articulaire. C'est vraiment difficile d'être intolérant. Et du coup, les cœliaques, ils se sont dit, c'est un peu saoulant de parler du sans gluten tout le temps parce que nous, on souffre. Et du coup, les gens, ils s'inventent des maladies, effets de mode, d'accord ? Eux, ils souffrent de l'effet sans gluten puisque eux, ils savent ce que ça fait vraiment quand on mange du gluten.
C'est 1 à 3% de la population, mais ça augmente en cesse, puisque les gens sont de plus en plus intolérants avec les mutations génétiques. Il y a un moyen de savoir si on est intolérant au gluten, c'est ce qu'on appelle une analyse du système HLA. Le système HLA, c'est un peu notre carte d'identité de notre système immunitaire. Et en gros, vous pouvez faire des prélèvements, ça coûte assez cher, mais au moins, vous savez si vous avez ou pas une prédisposition à la maladie cœliaque. Par contre, ce n'est pas parce que vous avez une prédisposition que vous allez forcément développer une maladie. On a tout un champ de connaissances scientifiques, ça c'est ultra important, ça s'appelle l'épigénétique. L'épigénétique, elle est là pour dire, ok, avant on disait tu as le gène de l'obésité, tu as de fortes probabilités de devenir obèse. Aujourd'hui, on sait que avec ce que vous faites comme activité physique ou ce que vous mangez, vous allez plus ou moins activer ces gènes-là. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui, globalement, que quand vous avez l'environnement qui est favorable, de toute façon, vous pouvez contrôler 80% de vos gènes. Ce qui est énorme. Avant, on disait, bah voilà, moi j'ai le gène de l'obésité, je suis destiné à être gros. Bah non, vous pouvez, moi je peux avoir un gène de l'obésité qui va peut-être se déclencher plus tard, ok, si je fais plus d'activité physique ou si je fais plus de bonne nutrition. Mais voilà, on peut savoir quand même qu'on peut contrôler 80%. Et ça, c'est pas rien comme révolution au niveau les paradigmes de Kuhn. Ben là, on a une révolution des paradigmes au niveau scientifique, puisqu'aujourd'hui, on sait avec l'épigénétique que ce n'est plus tellement la génétique qui prédomine, mais l'environnement joue énormément sur cette génétique. La deuxième chose, c'est que vous avez les intolérants au gluten et vous avez les hypersensibles ou les sensibles au gluten. Ça, c'est la catégorie juste en dessous. Eux, ils n'ont pas de maladie auto-immune, ça veut dire qu'ils restent avec un intestin comme ça. Okay, par contre, on a les mêmes symptômes. Tous ces symptômes-là, on les retrouve aussi chez les sensibles au gluten. Ce qui pose un problème dans le diagnostic au médecin, parce qu'en gros, ils voient les mêmes profils. Par contre, quand ils analysent les intestins, ils voient que les intestins, ils sont nickel. Donc, ils se disent, ouais, bah, c'est bon, tu racontes du flan. Okay, donc, pas évident, la sensibilité au gluten, puisqu'aujourd'hui, on sait même, au niveau des statistiques, on ne sait pas trop. On estime entre 6% à 33% de personnes sensibles au gluten. Aujourd'hui, on a un fossé, on ne sait pas, on ne connaît pas exactement ce chiffre-là. 6 à 33%, l'échelle est trop importante. Par contre, on sait que de plus en plus de gens sont sensibles au gluten. D'accord ? Le problème du sans gluten, de l'effet de mode qui peut être lié au sans gluten, c'est que tous les rayons que vous voyez dans les supermarchés, en fait, les aliments qui sont vendus dans le sans gluten, ils ont tous, pas tous, mais il y en a une grande majorité qui ont des index glycémiques qui sont élevés. Je vous en ai pris quelques-uns. Quand vous allez prendre du pain sans gluten, vous dites « Super, je prends du pain sans gluten, c'est trop bon pour ma santé ». Ouais, en fait, le pain sans gluten, il va te créer les mêmes maladies, diabète au niveau cardiovasculaire. Ça va être le même problème. Ça me permet de parler du bio. Ouais, je mange bio et sans gluten. Quelqu'un qui mange cette pizza, il dit ouais, « Je suis au top de ma life, puisque je mange bio et je mange sans gluten ». En fait, pas du tout. D'accord ? On peut manger de la merde en mangeant du bio et du sans gluten. Ok ? Ensuite, ça c'est pour vous rappeler que dans notre culture française, parce que c'est très important de parler quand même de la culture quand on parle de nutrition, pour des Français, c'est pas évident de leur dire que le pain blanc, c'est mauvais pour la santé. Okay ? Ouais, c'est mauvais pour la santé, mais je suis français, donc je mange du pain et viens pas me saouler avec ça, je vais manger du pain jusqu'à la fin de mes jours. D'accord ? C'est important aussi de parler de ça, puisque des fois, c'est vrai, quand on fait ce genre de conférence, on dit ouais, mais on n'a plus rien le droit de manger. Bien sûr, ça dépend tellement la religion, la culture, il y a tellement de paramètres qui sont en jeu dans notre nutrition que bien sûr, on ne peut pas changer un comportement alimentaire. Moi, il n'y a que les personnes qui viennent vers moi, qui veulent changer, qui me disent ouais, je veux maigrir, je veux faire ça. Je vais peut-être le conseiller avec toutes ces choses-là, mais je ne vais pas m'imposer dans sa culture ou dans sa religion, bien sûr. Pourquoi on est autant addict au pain ? Pourquoi on est autant addict à nos céréales? Pourquoi on est autant addict à notre petite tartine? Eh bien parce qu'il y a des exorphines qui sont créées quand on en mange. Quand on digère le blé, on va créer des exorphines. Les exorphines, je vous l'ai mis ici, ça a la même propriété, ça vient se fixer au même endroit que les opiacés, les récepteurs à opiacés dans notre cerveau. C'est-à-dire que quand vous en mangez, ça a créé le même bien-être qu'on peut avoir avec un petit peu de morphine. Quand vous allez courir, vous avez le fameux runner height qu'on met dans les copies de CAPEPS et d'Agreg pour faire bien. Le runner height, on va créer des bêta-endorphines. Ça vient se fixer au même endroit, okay, c'est-à-dire que vous êtes bien, vous mangez du pain, ça crée quelque chose de positif. Et c'est pour ça que c'est difficile, c'est que ça rend totalement addict. Depuis tout petit, on en mange, donc on ne s'en rend même plus compte qu'il y a une véritable addiction.
Moi, il m'a fallu un certain moment avant de baisser ma consommation de pain, parce que je mangeais énormément de pain.